podcast. Microfilm. Microfilm numéro 65. Bonsoir. Aujourd'hui, le prétexte, une rétrospective des films de Jacques Demy qui a lieu à Blanc-Ménil et puis je crois après à Paris, qui vient de commencer. L'homme, évidemment Jacques Demy lui-même en face de moi. L'objet de l'émission, très simple, discuter pendant près d'1 heure avec lui. C'est pas les sujets qui manquent. Et plutôt que de perdre son temps en circonvolutions inutiles, on part d'un petit détail. Moi, je viens de chez Jacques Demy. Et puis, il m'a montré quelque chose au mur. En fait, il peint. Il fait de la peinture. Alors, question simple. Depuis toujours, depuis combien de temps? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ça? Et puis, j'ajoute également qu'avant que l'émission commence, il a dit « Je suis l'homme de plusieurs dons ». Mais j'ai dû choisir, j'ai choisi le cinéma. Et puis, il y a quand même la peinture qui revient. Alors, comment on met tout ça ensemble? Et on met ça ensemble parce que tout ça, c'est de l'image, malgré tout. Je crois, je le pose comme ça, bien que cinéma et peinture n'aient rien à voir. Ce sont des... mais je place ça sur le plan de l'aventure spirituelle, en fait. C'est une longue... Tout de suite, d'emblée, au bout d'1 minute d'émission, l'aventure spirituelle. C'est une longue marche solitaire, la peinture. Mais le cinéma aussi, bien sûr. Et j'ai eu envie de faire la peinture quand j'avais 18 ans, c'est vrai, très fort. Et puis le cinéma l'a emporté parce que c'est ma vie, véritablement. Et puis là, j'ai eu un ras-le-bol cinématographique, ça m'arrive de temps en temps. Parce que c'est difficile et qu'on a besoin de faire le vide, on a besoin de passer à autre chose. Peut-être pour revenir avec plus de force, pour revenir au cinéma avec un œil plus neuf, ou je ne sais pas. Moi, je suis très naturel, je suis mes instincts complètement. Et c'est vrai que je dis, j'ai eu des dons au départ, c'est vrai. La peinture, je ne sais pas, je cherche toujours. Et là, depuis 2 ans, si je fais ça, c'est parce que ça remplit quelque chose en moi, véritablement, et une recherche aussi. Je sais pas, j'ai du mal à analyser ça. Je le fais avec passion, comme tout ce que je fais, toujours avec violence, comme ça. Et je l'aime, tout simplement. Alors prenons Demy à 18 ans. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la peinture? Qu'est-ce que vous voyez à l'époque? De quoi vous vous sentez contemporain, par exemple? Quand vous avez 18 ans et que vous pensez que ça peut être la peinture et pas encore le cinéma. Eh bien, je vais vous dire quelque chose tout à fait curieux. C'est, par exemple... Comme peinture, je voulais peindre ces grèves de Nantes que j'ai fait dans une chambre en ville 20 ans plus tard, par exemple, ou 30 ans après. J'aurais aimé être témoin de son temps. J'avais fait, je me souviens, c'était une crucifixion avec des CRS. Oui. Mais je ne sais pas, il y avait un mouvement, il y avait quelque chose qui me portait vers ça. Mais qui était crucifié alors? Le Christ? Le Christ était crucifié. C'était un Christ ouvrier alors. Et il y avait des CRS dans le fond. Bon, mais pourquoi? Parce que j'étais influencé déjà certainement par la société, par ce qui se passait autour de moi, dans ma ville. Et la ville, c'est Nantes, c'est Nantes, bien sûr. Ne le saurait pas. Et puis j'avais des amis peintres formidables. Et il y avait des propos peinture cinéma. Comme ça, moi, je défendais le cinéma, mais j'abordais quand même les problèmes. C'est drôle parce que la peinture, c'est une aventure en général assez solitaire. Et en peinture, vous vouliez filmer, c'est un lapsus, vous vouliez peindre les CRS. Oui. Le cinéma, c'est considéré comme une aventure plutôt collective, et vous avez fait du cinéma en même temps d'une manière très très personnelle, têtue, et bretonne et d'auteur, on peut le dire, alors que c'est un art absolument collectif, et dans votre cas, particulièrement lourd, puisque vous aimez le grand spectacle, vous aimez les studios, beaucoup de gens, etc. C'est bizarre que vous ayez presque interverti les deux. Oui, je crois que c'est Agnès qui disait que je suis une contradiction sur 2 pieds. Agnès, c'est Agnès Varda. Oui, mais c'est vraiment, nous sommes tous contradictoires. Je ne sais pas comment me définir. Je parle très mal de moi, très mal de... Parlons de la peinture, alors. Parlons de... Oui, mais allez-y. Même pendant toute l'époque où vous n'avez pas peint, qu'est-ce qui vous intéressait dans la peinture? Qu'est-ce que vous suiviez
comme peintre aussi du passé ou du présent qui Oui, vous... oui. Mais tous les mouvements, tout me touche. Là, par exemple, j'étudie Nicolas Poussin, qui est un peintre extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça remplit en moi. Par ailleurs, je suis extrêmement ému par Nicolas de Staël. Je trouve dans les... Donc tous les peintres Nicolas. Et c'est aussi un autre Nicolas. Tiens, c'est bien. Oh, formidable, Serge, bravo. Ce sont des émotions, ça. Là, je crois que la peinture, on peut en parler qu'en termes d'émotions, et pas autre chose. On regarde une toile, bon, vous avez un choc, vous ne l'avez pas. Alors qu'au cinéma, on est manipulé beaucoup plus, enfin, d'abord sur la durée, sur le temps, qui est un sentiment qui est différent en peinture. Et là, véritablement, ça aide ma réflexion, je crois que ça m'aide à faire le point. J'aurais pu écrire un roman, peut-être. J'aurais pu choisir un autre moyen d'expression, plus proche du cinéma par le scénario. Et j'ai préféré ce mouvement-là, cette démarche-là. Est-ce que vous faites partie de ces cinéastes qui pensent que le cinéma, c'est la somme de tous les arts, qui est un discours qu'on entend comme ça régulièrement? Ou est-ce que c'est un art en plus, à côté? Est-ce que c'est un art? C'est ça, je veux dire. Ça, c'est la grande question. C'est la grande question, parce que ça doit en être un quand même. Parce qu'il y a vraiment des beaux films qui sont aussi beaux que des belles toiles, et aussi beaux que de beaux romans. Non, ça c'est certain. Les compromissions sont gênantes au cinéma. Cette bataille tout le temps comme ça. Si on se bat avec des couleurs, avec des formes, c'est toujours par rapport à soi. Et la toile, c'est quand même un combat différent. Hein. Le cinéma... Parce que moi, ce qui m'étonne beaucoup et ce que je trouve absolument impressionnant, c'est tous les cinéastes qui ont été aussi des peintres. Soit qui ont été vraiment des peintres, soit qui ont peint pour eux, soit qui ont toujours voulu peindre. C'est une certaine catégorie de cinéastes. Hein. En France, on a Bresson, en Italie, c'est Antonioni, au Japon, c'est Kurosawa. C'est des gens qui sont tout à fait conscients que quand ils font un film, ça devient compliqué parce qu'il faut impliquer d'autres gens, parce qu'il faut diriger, il faut être le chef, il faut manipuler, il faut séduire, il faut faire beaucoup d'actes de la vie sociale, dont la peinture les aurait facilement débarrassés en un sens. Et puis ils ont choisi le cinéma, qui est peut-être l'art le plus collectif, là où il y a le plus de contingences, et on n'arrive pas très bien à savoir pourquoi. Est-ce que c'est le désir d'imposer comme ça son idée, même en la faisant passer par d'autres, en étant un démiurge. Oui, il y a probablement ça, ce désir de communiquer quelque chose, ça c'est très vrai. Mais pour revenir alors à votre question, est-ce que c'est la somme de tous les arts? Pour moi, par exemple, dans ce que j'ai choisi, qui était le musical, je l'ai choisi très précisément parce que j'avais à la fois l'œil, l'oreille, des choses qui vibraient comme ça dans toutes les directions, et que le cinéma musical représentait pour moi une somme de beaucoup de choses. Mais le cinéma en soi, le cinéma est quand même, c'est une réflexion tout à fait autonome, particulière, et c'est de lettres de noblesse bien sûr, et on ne peut pas le comparer à aucun autre art. Je veux dire, cette réflexion, elle est véritablement indépendante de la réflexion picturale. Alors c'est vrai que par exemple dans l'histoire du cinéma, il y a un moment qui est très privilégié, qui est la comédie musicale, et il faut le dire, américaine, quasiment. Bien sûr, oui. Et à ce moment-là, Minelli est un bon exemple de ça. Hein. C'est quelqu'un qui a une grande culture picturale. Il a une formation de peintre. Une formation de peintre, de décorateur de théâtre, une grande sensibilité, qui a la chance d'être américain et de travailler pour la même compagnie pendant 30 ans, donc de ne pas avoir trop de problèmes de production. Et à ce moment-là, on a le sentiment que les films produits sont pas une synthèse, mais une sorte d'équilibre entre 3-4 choses différentes. La danse, la musique, la peinture et évidemment ce que la caméra fait avec ça. Et puis, dès les années 60, qui d'ailleurs bizarrement c'est le moment où commence en France la nouvelle vague, c'est la fin de la comédie musicale américaine. Il n'y aura plus que quelques exceptions, genre West Side Story, Hair, mais qui sont toujours des monstres nostalgiques ou des films souvent même un peu gonflés, enfin qui ont perdu le côté... Moi je dis ça parce que j'ai vu récemment à la télé, j'ai revu Mariage Royal de Stanley Donen, qui sur une histoire archi-mince est peut-être le plus bel enchaînement de moments privilégiés.
Et moi, j'ai le sentiment, mais ça c'est mon analyse personnelle, qu'aujourd'hui, le cinéma est dans un moment à la fois critique et passionnant, puisque les arts qui sont rentrés dans la composition du cinéma à un moment, qui ont pu se fondre, disons, sous la houlette de Minelli à un moment, chacun des arts reprend un peu reprend sa mise. Oui. Quand je vois Mélo de Resnais, je dis tiens, même Resnais revient sur une scène de théâtre. Et puis il y a le théâtre demande sa mise, la peinture demande également à reprendre sa mise de départ. Et la musique en fait gagne. C'est elle qui triomphe à travers le vidéoclip, à travers des choses comme ça. Elle balaie tout. Bon. Et je me demande si c'est pas l'une des manières d'aborder la façon un peu étrange, un peu en dents de scie de votre carrière dans le cinéma. Parce qu'il y a un moment où les choses dont vous aviez besoin, vous, pour continuer à travailler comme artiste, ont commencé à manquer. Mais comme exactement sur le marché, il manque tout d'un coup des légumes où on peut plus faire la cuisine d'avant parce que même avec tout le talent du monde, on ne trouvera pas soit les danseurs, soit les décorateurs, soit le temps pour le faire, soit un producteur qui aime ça, qui a envie de le voir aussi, et puis à la longue un public. Est-ce que c'est pas ça qui s'est produit un petit peu ces 20 dernières années? Non, je ne sais pas, parce que ce que j'ai fait est si modeste et il y a si peu d'exemples. En fait, dans le genre comédie musicale, il n'y a que les Demoiselles de Rochefort, finalement, qui soit le genre... le genre lui-même. Il y a un film chanté, il y a mais autrement, les Parapluies de Cherbourg, c'est autre chose, je veux dire, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'équivalent écrit pour le cinéma. J'entends, il y a l'opéra, autrement, mais ça, c'était quelque chose de très particulier, le Chambranville aussi. On ne peut pas, à partir de là, dire qu'il y a eu un genre de créé ou quelque chose de... Non, j'ai pas dit ça. Pas du tout, pas du tout. Or, je crois que... je l'ai fait à ce moment-là parce que je le ressentais profondément. Une rencontre aussi, c'était la rencontre avec Michel Legrand, qui m'a stimulé énormément, parce que Michel avait envie aussi d'écrire de la musique pour le cinéma, pour un cinéma musical. Bon, ça a été un moment, et puis un moment où j'avais envie de faire ça. Je ne le ferai plus. C'est vrai que pourquoi? maintenant... Parce que vous avez plus envie, ou ce serait beaucoup plus difficile qu'avant, ou il faut Michel Legrand? C'est un concours de circonstances. Et puis moi, j'ai changé. Je pense que tout le monde change périodiquement. Peut-être, je ne sais pas comment ça se fait, si c'est une transformation lente, ou bien si c'était comme ça, il y a une révolution... permanente, je sais pas du tout. Mais je sais que là, on me disait, bien voilà une intégrale. Je dis, intégrale, alors bon, ça veut dire que j'ai fait le premier et le dernier, et je m'arrête. Et c'est vrai que je suis un peu dans cet état d'esprit en me disant, finalement, c'est parce que j'aime vraiment ce métier, je l'aime vraiment beaucoup, et que ça rend très heureux. De faire un beau film rend complètement heureux, non seulement soi d'abord, mais beaucoup de gens après, souvent dans le monde entier. Ça, c'est un sentiment formidable. Et que maintenant, arrivé à ce point, après 30 ans de métier, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai jamais fait n'importe quoi vraiment, mais pas la moindre concession. J'aime mieux m'arrêter, ne rien faire, et puis attendre. Tout d'un coup, oui, une bonne conjoncture. Enfin, se dire, voilà, il y a le sujet, il y a les comédiens, le producteur, enfin, tout tombe ensemble bien, on y va. Autrement, je suis calme et je réfléchis, et puis je peins éventuellement. Quand vous dites faire des concessions, c'est aujourd'hui à qui on ferait des concessions, ou à quoi on ferait des concessions dans le cinéma? Alors même à soi-même, c'est-à-dire qu'on se fait avoir. On se fait avoir par la société, c'est l'ensemble. Vous savez, pour créer, il faut être totalement intègre quand même. Il faut... Oui, il faut être intègre. Et on se fait souvent attaquer de toutes parts. Par le quotidien, par ce qui nous entoure. Et cet acte de création, c'est même dans le cinéma un acte vraiment solitaire, avec une volonté déterminée. Et les films que j'aime le moins de ce que j'ai fait sont souvent des faiblesses. Enfin, je me suis fait avoir par... je ne sais pas, oui, par le quotidien. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un temps de réflexion. Et ce temps de réflexion, je l'utilise depuis mon dernier film, ça fait 2 ans. Et bon, peut-être il sortira quelque chose d'intéressant, peut-être rien, je ne sais pas, mais je tiens à cette rigueur-là. C'est vrai qu'en ce qui vous concerne, il y avait les gens qui ont un petit peu suivi votre carrière, savaient qu'une chambre en ville, vous voulez le faire depuis toujours.
ce que vous dites que C'est vous n'avez vrai. même Oui, pas. oui, absolument. Oui. Et une fois que le film a enfin réussi à se faire, déclenchant au passage une polémique aujourd'hui oubliée, mais bon, ce qui reste, c'est le film, on se dit, bon, là, il y a une boucle de bouclée. Il y a quelque chose qui tient à l'enfance, qui tient à Nantes. Oui, on va pas revenir là-dessus. Oui. Donc, vous avez le sentiment que maintenant, vous pourriez pas prendre un nouveau départ, mais on a bouclé un tour de spirale et on recommence un autre tour de spirale. Oui, aller partir sur autre chose, absolument. Alors, je ne sais pas si j'en aurais ou la force, ou le talent. Enfin, il est difficile de se remettre en question à chaque fois. Mais je crois que c'est bénéfique. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce qui se passe en France, ou dans ce que vous lisez, ou dans ce qui bouge? Prenons ce mot de bouger, parce que dans vos films, on bouge beaucoup. Dans la façon dont les gens bougent aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donnerait envie d'épouser ce mouvement? Ah, ça c'est une question piège, difficile. Je ne sais pas comment y répondre, Serge. Dans les choses qui ont bougé par les étudiants, ça m'a complètement fasciné, par exemple. Et je trouve que ce mouvement, il est conforme à une certaine attitude du peuple français, de la France, comme ça, qui me rassure et qui me donne confiance, qui fait dire que on est toujours présent. Enfin, quelque chose, on ne peut pas... on ne se fera pas avoir par quelque chose qui ne nous plaît pas. C'est une attitude que j'aime beaucoup, ça, par exemple. Autrement, je ne sais pas. Enfin, vous savez, dans ce qui est mon métier, enfin, dans le cinéma, ce qui se passe, il y a toujours... Là, par exemple, il y a eu un film intéressant, le film de Carax, que j'ai trouvé bien. En même temps, il y a beaucoup à dire. Hein. Mais il y a une invention, il y a un amour du cinéma. D'ailleurs, je sais que Carax aime beaucoup vos films. Tout le monde dit toujours à Carax Godard, et lui, évidemment, il s'en défend avec beaucoup de mauvaise foi comme un beau diable. Il dit non, c'est aussi bien demi. Ah bon, c'est une coquetterie. Non, moi j'ai pensé un peu à Jean-Luc, non? Ah bon, je ne sais pas, je ne le connais pas. On pense beaucoup à Godard, mais c'est normal qu'il essaie de ne pas se laisser bouffer par cette image ô combien bouffeuse. Mais Godard a apporté énormément au cinéma, malgré tout. Enfin, justement, c'est voilà un homme qui a manié le cinéma comme le cinéma devrait être manié. Hein. Mais justement parce qu'il a fait le contraire de vous, alors on pourrait dire. Parce que lui, même quand ça n'est pas très fort pour lui, commercialement ou personnellement, je crois qu'il a accepté de faire des films où peut-être lui, par rapport à lui-même, par rapport à ce qui l'intéresse et à ce qu'il travaille, il acceptait qu'il y ait peut-être que 10, 20 ou 30% qui serviraient à un autre film qu'on ferait plus tard. Parce que je me souviens qu'à un moment, quand il faisait de la vidéo, il avait dit, moi je sais plus raconter une histoire, 135 mm, tout ça. Je crois d'ailleurs que les gens qui le font semblant de savoir le faire, mais qu'en fait ils savent pas le faire. Donc si on veut un jour refaire de la poésie ou refaire de la danse, après tout il a fait Le Mépris et Pierrot le Fou, qui sont des films amples, et des films où il y a beaucoup de lyrisme. Il faudrait peut-être étudier comme un petit chimiste, reprend tout en disant, bon, ça c'est quoi, un personnage c'est quoi, une couleur c'est quoi, un mouvement c'est quoi, et se servir de la vidéo pour ça. Ce qui lui a permis de travailler, mais je dirais presque à la façon d'un peintre qui ne montre pas tout ce qu'il fait, ou qui montre d'une manière un peu comme ça, au passage, pour un jour être prêt à faire quelque chose de... Mais avec l'idée qu'il faut tous les jours toucher quand même de la pellicule, un magnéto, de l'image. Oui, mais c'est une réaction très saine, et Godard est admirable là, dans cette démarche-là. Moi, j'en suis incapable. J'en suis incapable, et je ne meurs pas de ne pas toucher de pellicule. C'est curieux, mais mon problème n'est pas là. Si j'ai envie de faire un film, c'est tout d'un coup, ce sera une idée qui doit être imprimée, qui doit être projetée. Et j'ai plutôt une réaction de repli et de recherche, et de prendre mon élan et de dire, bon, là maintenant, je suis prêt, je fonce. Parce que quand même, c'est très bizarre, le cinéma. C'est peut-être le seul art, donc si c'est un art, où quelqu'un peut pendant plusieurs années ne pas toucher une caméra, et en même temps penser jour et nuit au film qu'il va peut-être faire, sans toucher le matériau lui-même, alors qu'on pense qu'un peintre ou un écrivain, même s'il ne publie rien, il y a quand même beaucoup de choses écrites quelque part, il y a beaucoup de manuscrits qui sont écrits et réécrits. Je crois que c'est le seul art où quelqu'un à un moment peut dire « j'attends ». Et le jour où je serai prêt, je retrouverai les gestes du métier. Oui, parce qu'on ne les oublie pas comme ça. Mais je pense que la réflexion, vous savez, même un peintre, s'il ne peint pas, simplement le fait de penser à sa peinture, peut résoudre des problèmes dans sa tête, beaucoup comme ça. Il y a quand même
Bon, je pense qu'au cinéma, c'est la même chose. En littérature, c'est la même chose. Au cinéma, moi, j'ai écrit des scripts que je ne ferai jamais. Je viens d'en écrire un, je ne sais pas si je le ferai. Mais en fait, ils font quand même partie de Mais ça travail. fait partie du travail, de la réflexion. Et même si on n'est pas là pour dire moteur, et on le fait. Et puis, apprendre à faire des films, moi je le dis tout le temps parce que je le crois complètement, c'est aller au cinéma aussi, c'est de voir ce qui se fait. Et vous voyez beaucoup de films? J'essaie, oui. J'essaie, mais j'ai un peu découragé parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, j'ai vu beaucoup de choses pas très bien, alors ça j'aime pas beaucoup. C'est vrai qu'un beau film me donne envie de faire du cinéma. Et revoyant La Dolce Vita l'autre jour, là, le premier plan, ce Christ suspendu sous un hélicoptère, et puis et tout ce qui suit, c'est une merveille. Et on a tout d'un coup une envie de faire du cinéma, c'est vrai. Mais là, on en vient aux moyens aussi, à toute ce qui accompagne le cinéma, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire le temps, et que, effectivement, après 30 ans de métier, on a envie d'avoir un peu plus de temps pour tourner. Alors, ce qui se passe, c'est le contraire. Il faut tourner de plus en plus vite. Et ça, c'est un peu absurde. C'est un peu absurde parce que ça va pas dans le sens de la qualité, quand même, quelquefois. On supprime des plans. On va évidemment parler du temps, qui est l'outil principal du cinéaste. Mais on disait que la peinture était... pour certains cinéastes, pas tous, c'était une sorte de repli, et de repli dans le double sens du terme, dans le sens positif de il faut continuer à travailler les images et à être travaillé par les images. Donc il y a beaucoup de cinéastes qui peuvent se replier sur la peinture parce qu'ils en ont besoin, comme on fait des brouillons, comme on étudie quelque chose. Et puis il y a aussi repli dans un sens un petit peu plus triste, qui est que quand c'est trop difficile de faire du cinéma à la fois de qualité, qui coûte cher, qui a beaucoup de public, la peinture est évidemment quelque chose de plus économique dans tous les sens du terme. Et je disais que ici même, Wenders était venu, quand il avait fait son petit film à partir de Ozu, qui était un film hommage, un film de cinéphile admiratif. Et à l'époque, il y avait encore dans l'air ce débat sur la mort du cinéma, etc. Toujours un peu pathétique et romantique, un peu à l'allemande. Et Wenders a trimballé ça pendant plusieurs années. Il disait, mais finalement, ça me gêne pas qu'on considère mon film comme une peinture. Et d'ailleurs, Ozu est peut-être un plus grand peintre. Donc il y avait une sorte de provocation de ramener à la peinture une partie de l'histoire du cinéma qui, pas par hasard, est la partie la plus personnelle de l'histoire du cinéma. Et on disait, mais si c'est de la peinture et que le film a fait relativement peu d'entrées pour un film, disons pour un spectacle, c'est beaucoup d'entrées pour une galerie de peinture. Et finalement, c'est un succès. Donc, c'est un tour de passe-passe. Disons que Duras pourrait faire le même quand elle dit j'ai 1000 spectateurs, mais c'est 1000 personnes bouleversantes que je pourrais rencontrer dans la rue. Mais c'est important en ce moment, l'échelle que l'on prend pour juger du succès ou de l'insuccès d'une œuvre. Parce que si on continue à avoir l'œil rivé sur les chiffres des films français, il y a peu de films qui équilibrent décemment leur mise. Mais si on dit que tel film, après tout, c'est un poème ou de la peinture ou du théâtre, aussitôt les chiffres deviennent beaucoup plus petits et deviennent de nouveau grands. C'est un peu ce tour de passe-passe. Mais c'est ça. Moi, chacun, évidemment, réfléchit dans son coin, réagit dans son coin de façon différente. Moi, j'aime beaucoup le cinéma populaire, par exemple. Je veux dire, c'est un film qui marche, c'est pas une tare, c'est au contraire, tout le monde se réjouit si le film est intéressant. Dernier exemple, pareil, les Fugitifs, j'ai trouvé le film très bien. Je trouve que il y a un travail de scénariste tout à fait intéressant, un travail de comédien formidable. Enfin, je me réjouis d'un succès comme ça, par exemple, véritablement. Bon, je suis triste quand un beau film ne marche pas du tout, effectivement, c'est aussi une catastrophe. Mais je n'ai jamais, je ne fais pas une fixation sur les chiffres. Je ne crois pas à la mort du cinéma du tout. Je ne fais pas de la peinture parce que je crois que je ne peux plus faire de cinéma ou parce qu'on n'arrête pas de me proposer des trucs, curieusement, en plus. Bon, qui ne m'intéressent pas. Et puis, véritablement, je veut vraiment maintenant faire plus attention, peut-être. Bon. Et que la peinture c'est cette réflexion simplement qui m'aide, peut-être dans ma vie quotidienne, mais ma vie professionnelle aussi, certainement.
Et comme on a besoin de... Je crois qu'on a tous besoin d'un peu de solitude ou un peu de silence, un peu de calme. C'est dans ce sens-là que ça m'est tout à fait indispensable, enfin comme l'oxygène pour mon sang. Ça, c'est essentiel. Le cinéma, il est attaqué, il a des problèmes, mais quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, je devais avoir 13 ou 14 ans, et je lisais l'Écran français à cette époque-là, on parlait déjà de la crise du cinéma. Ah oui, on en a toujours parlé, oui. On en a toujours parlé, ça n'a jamais cessé. Donc ça ne me préoccupe pas du tout, ça. Ce qui est plus préoccupant, parce que c'est une question de fond qui n'a jamais été vraiment bien élucidée, et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là, je pense aussi à des gens comme Vecchiali, par exemple. Vous dites, j'aime le cinéma populaire, et je crois que c'est absolument vrai et sincère quand vous le dites. En même temps, on ne sait plus très bien ce qu'on met dans le mot populaire, parce qu'il y a des films qui, pour moi, effectivement, ressemblent... Je pense aussi à Mocky, voilà. Mocky est encore un meilleur exemple de ça. Oui. Qui ressemble à ce qui, pour moi, sont les qualités fondamentales, basiques, du populaire, quand il va au cinéma. Et puis, on se rend compte que ces films ont des petits succès, ou plutôt des succès intellectuels. Mocky, qui est venu lui aussi ici, était terrorisé parce que, je lui disais... Nous, à Libération, et puis je sais aussi au Cahier, on adore ton film, par exemple, La Machine à découdre, qui est vraiment une série B française, s'il y avait des séries B en France, qui en a l'esprit, la verve, la folie, l'anarchisme foncier, le bâclage inventif, tout ce qu'on veut. Le film n'a quasiment pas été vu. Donc je me demande si on n'est pas... dans un porte-à-faux maintenant avec le mot populaire, parce qu'il y a effectivement des bouts de culture populaire ancienne qui restent, où il y a d'ailleurs beaucoup de choses qu'il y a dans vos films. Il y a l'opérette, il y a le mélodrame, il y a le goût des choses jolies ou belles, il y a un certain sens du perfectionnisme, des choses très 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 bien faites, une sorte également d'anarchisme foncier, ou tout du moins une sorte de quant à soi, comme ça, populaire, une sorte de dignité populaire, voilà, qu'il y a dans Une chambre en ville, par exemple. Bon. Et puis, on se rend compte que peut-être que ce n'est plus populaire que pour nous, d'une façon archéologique, parce que ce qui a des fois un succès assez considérable ou assez symptomatique dans le cinéma qui est distribué en France, c'est des films qu'on pourrait dire, alors c'est toujours un mot lui aussi qui a été usé à force d'être utilisé, mais enfin on dirait petit bourgeois, disons des classes moyennes. Woody Allen n'est pas un cinéaste populaire, mais Woody Allen fait le plein d'une frange maintenant très grande du oui, mais c'est dans ça que le cinéma a changé, Serge. Oui, c'est le public qui a changé, c'est la société qui a changé. Et ce que Mocky fait, et qui fait, disons, comme faisait peut-être, je sais pas, Pierre Chenal ou des gens il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, a, très curieusement, un succès décalé auprès des gens qui ont la mémoire de ce cinéma-là, mais ne rencontrent pas ce qui devrait être ou ce qui est aujourd'hui le peuple, à moins que le peuple n'aille plus au cinéma, ce qui est une hypothèse très très plausible, où il y a une fois par an pour voir Jean de Florette, auquel cas c'est un public de fantômes. Et il y a là une véritable mutation comme ça, sociale, enfin profonde. Je crois, mais ça, je pense que la télévision... Mais dont je dirais, pour être un peu méchant, dont vous faites un peu les frais. Responsable. Oui. Je ne l'accuse pas du tout, parce que je pense que la télévision a un rôle important, déterminant dans notre société, et puis il va être de plus en plus grand, de plus en plus important. Mais la télévision est responsable de ce changement du cinéma. C'est vrai. Et c'est un phénomène de société, on le sait. Après 25 ans, si vous êtes marié, vous avez un enfant, vous n'allez plus au cinéma parce que c'est trop compliqué, parce que la vie est difficile, que il est certainement plus facile de s'abonner à Canal+, et de voir les films 6 mois après. Il suffit de voir les files d'attente maintenant au cinéma. Les gens sont très jeunes, vraiment. Très jeunes. Les cinémas de quartier ont disparu, éliminant aussi toute une clientèle. Mais ça a éliminé aussi un certain style de film. Et ce que vous dites de Woody Allen est très vrai. Ça, je crois que c'est tout à fait juste. C'est une certaine clientèle, mais qui n'est pas la clientèle populaire du cinéma
qu'on a connues dans les années 50. Oui, mais qui est en même temps suffisamment nombreuse pour que le Woody Allen, qui n'a pas des succès faramineux aux USA, à part 3-4 grandes villes, équilibre, lui-même le disait, il équilibre ses films d'une manière assez intelligente et assez parfaite économiquement, parce que dans toutes les grandes capitales européennes, il y a ces films sont la distribués même... dans le monde entier, Oui, c'est ça. Oui. Il y a au moins dans tout le monde qui peut partager les rêves et l'attitude devant la vie des personnages de Woody Allen. Donc disons, les grandes villes, des films, des pays industrialisés, soyons assez précis. Oui. Il y en a suffisamment, disons, dans toute l'Europe, par exemple, pour que, cumulé, ça fasse une vraie économie. C'est-à-dire que ça reproduit la force de travail de Woody Allen, qui sinon, en Amérique, serait quand même minoritaire, parce que ces films, évidemment, vont pas dans le Wyoming ou dans le Minnesota. Et ce public-là, qui paradoxalement a été formé, créé par des revues de cinéma, Jean Cahier du cinéma, ou par le discours qu'on a pu tenir, aujourd'hui, des fois, on lui en veut un peu de son manque d'exigence. Moi, bon là, je parle en mon nom personnel, mais par exemple, quand je vois le 6e jour de Youssef Chahine être un désastre absolu, alors que c'est un film populaire, et un beau film à mon avis, et Le Paltoquet, qui est un film pour moi très fabriqué, arriver à un score assez honorable. Bon, j'en veux pas du tout à Deville, tant mieux pour lui, mais c'est vraiment le signe qu'aujourd'hui, il y a presque un public de masse des classes moyennes, qui n'est pas du tout celui qui, disons, Margot pleurant au mélodrame, ou le fond chansonnier français irrévérencieux que Mocky continue, par exemple, sur un fond de tendresse vacharde qui nous vient de loin, lui aussi, qui vient du cabaret, ou Chabrol continue un peu aussi. Et je crois que c'est quelque chose qui s'est passé aussi pour vos films. Une chambre en ville est, par exemple... oui, mais alors, qui... bon, moi je me suis posé beaucoup de questions au sujet d'une chambre en ville. On peut en parler maintenant. Moi je voulais que le film sorte dans 2 salles. J'aurais souhaité même faire des locations, en faire quelque chose de tout à fait particulier. Je trouvais que de faire un lancement normal, standard, classique, était une erreur totale. Bon, personne ne m'a cru, on m'a regardé comme un fou. On dirait que quand même ces metteurs en scène n'y connaissent rien, ni dans la distribution, ni dans le lancement, ni dans la programmation. Bon, c'est faux, on a un instinct, il est valable quand vous faites un film, du script au premier spectateur. Bien sûr. Bien, on n'a pas voulu m'écouter et on est allé à la catastrophe. Mais ça, je la prévoyais, là, par exemple, parce que même dans le lancement, par exemple, le distributeur et même le producteur, la productrice voulait cacher même le fait que le film soit chanté, comme si c'était une tare. Non, mais c'est vrai. Ah oui, mais c'est... Donc, tout ça est aberrant. On arrive à des folies. On arrive au fait que les gens dont le métier devrait être d'aimer assez les films pour bien les vendre et pour les protéger jusqu'au moment où ils sont alors, vus, d'une façon en honte. Oui, alors de très dérisoire, j'ai dit que vous avez un canard, montrer que c'est un canard, il n'est pas boiteux, il est formidable, mais dans la basse-cour, il se remarque. Alors, appuyez sur cette différence, montrez-la cette différence. Bon, vous savez, à partir d'un certain moment, quand on vous traite de fou, que personne ne vous croit, c'est vrai que, très modestement, je l'ai bouclé et j'ai attendu la catastrophe. Bon, il a fallu que, de plus, on ne peut pas attribuer à un auteur le fait que cette semaine-là sorte le plus grand succès populaire, et on le savait. Qui était le film de Uri Belmondo, qui était magnifique dans son entreprise. Je sais pas, je ne veux pas du tout porter de jugement là-dessus. Mais pour le pauvre qui sort là, cette semaine-là, c'est une cata aussi. Bien, mais personne n'a voulu en tenir compte au départ. Après, on s'étonne que le film ne marche pas. Moi, ça ne m'a pas étonné du tout. Mais alors, attendez, parce que c'est quand même intéressant, ça. Quand vous dites « j'étais sûr qu'on allait à la catastrophe », qu'est-ce qui vous rendait si sûr ? Parce que le film n'était pas lancé comme il convenait. On le lançait de la façon la plus sotte qui soit. C'est absurde, mais c'est vrai. On ne regardait pas le film comme il était, et on ne le proposait pas au spectateur comme il a fait, puisque même on lui coupait la voix. On disait, il ne chante pas. On veut faire croire qu'il chante, c'est pas vrai. Non, ça a été tout à fait dommage, ça, certainement. Bon, puis après, il y a eu cette affaire sur laquelle je ne veux pas revenir. On a parlé du film beaucoup, heureusement, d'un certain sens, parce que le film a marché un petit peu à cause de ça. Sinon, le film ne marchait même pas du tout. Mais
peut-être que proposer autrement plus tard, je ne sais pas. Ça rejoint d'ailleurs ce que, par exemple, Rohmer n'arrête pas de dire depuis des années, qu'il faut que son film sorte dans une salle et pas plus. Je crois que lui, il pourrait même se battre pour que le film sorte dans moins de salles. Parce qu'il est assez sûr de lui et il sait qu'il vaut mieux avoir un petit succès de bouche à oreille qui dure longtemps Mais bien sûr, dans un cinéma que le film ait l'air de concurrencer les grosses machines. Et comme les grosses machines sont d'abord pas si nombreuses que ça, que même parmi elles, beaucoup ne marchent pas. Mais même une grosse machine, c'est ce que j'allais dire, oui, il n'est pas sûr de marcher, non. du tout. Non. C'est le seul côté stimulant du cinéma en ce moment, vu du point de vue des critiques, c'est qu'il n'y a plus rien de protégé au départ, il n'y a pas d'acquis. Et même quelqu'un qui fait un très gros succès à un moment, ça ne lui sert pas forcément pour en faire un deuxième après. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une logique où on pourrait faire le premier à marcher, on en fait le deuxième aussitôt après. Ce qui d'ailleurs explique pour en revenir à ce débat sur le cinéma populaire, qui est toujours un débat un peu rance, mais à force de ne pas l'avoir, on finit aussi par devenir bête. Il faut l'avoir de temps en temps. Par exemple, moi je remarque autour de moi, et moi le premier, que j'ai pas mal de plaisir à voir les feuilletons américains de la 5. Alors ils sont basiques, c'est pas filmé, disons, c'est un point zéro du cinéma. Mais les histoires que ça raconte, le temps qui se donne du fait que tous les soirs ça revient, ça crée quelque chose qui manque terriblement dans le cinéma français. Qui manque tout simplement l'esprit de série. On a fait quelque chose comme un prototype, ça marche un peu, on l'épuise. Le cinéma marchait comme ça avant. Et ça donne une sorte de fond. Je dis pas que c'est les meilleurs films, mais une sorte de fond véritable, où en plus on comprend beaucoup de choses de la société américaine. Et en France, on a le sentiment que même les films grosses machines, même les films à vocation populaire, sont lancés comme des films d'auteur. C'est-à-dire que si ça marche pas, on n'en fera pas un deuxième. Bon alors Belmondo ça a marché, donc on en a fait presque 10, puis ça marche moins, Belmondo craque. Donc il y a une sorte de compte à rebours qui est presque plus vrai pour les grosses machines que pour les petits films, qui eux, après tout, ont des sorties plus modestes. Et même je sens l'Amérique dans son cinéma beaucoup moins, depuis bien des années, beaucoup moins sûre, beaucoup moins positive qu'elle a été. Oui. Je veux dire que les films américains, y compris commerciaux, sont beaucoup moins sûrs d'eux, donc essaient de mettre toutes les cartes de leur côté, donc essaient de faire des grands chromos ou des films très très protégés, où on a tellement peur que le spectateur s'ennuie qu'on multiplie tous les phénomènes de violence, d'accélération, donc un côté clip qui ne se justifie pas dans un film. Et puis on voit ces vieilles séries américaines, d'ailleurs, aussi bien les vieilles que les récentes, parce que là, le temps n'existe plus. Columbo, qui a 20 ans, est aussi moderne qu'un truc plus récent. Et on retrouve quelque chose qui a dû être le plaisir du cinéma, quand on était plus jeune et avant nous, qui était simplement qu'on se donne le temps de s'amuser avec une hypothèse, fût-elle très, très vulgaire, très basse. Et moi, c'est vrai que, je le dis en provocation, mais moi je donne évidemment tout... Je donne 15 Out of Africa pour un seul supercoptère, parce qu'il y a là quelque chose de la bonne santé fondamentale de l'Amérique, très peu raffiné mais réel, contre quelque chose qui est guetté lui aussi par l'académisme d'auteur. Quand on dit Sidney Pollack est un auteur, ça tient pas debout, c'est un cinéaste impersonnel. Mais il faut vendre le nom de Sidney Pollack. Donc c'est vrai que ça arrive même aux USA, ça. La différence, c'est que les USA ont investi la télévision et produisent à la chaîne des séries très très inégales dont beaucoup sont très curieuses, au moins très curieuses, c'est-à-dire font réfléchir un petit peu, alors qu'en France on est un petit peu acculé au cinéma de prototype puisqu'il n'y a plus de séries. Il n'y a pas à la télévision française l'équivalent de ces choses qu'on voit sur la scène qui sont à la fois curieuses, amusantes et révoltantes, mais qui produisent une sorte de sentiment que c'est de l'image. Très peu travaillé, mais c'est de l'image. On se dit peut-être que quelqu'un pourrait travailler ça un peu plus et on aurait de nouveau une série B, on aurait de nouveau Douglas Sirk ou Samuel Fuller dans les années 50 qui travaillaient dans ces hypothèses-là. Aujourd'hui, tout le monde est obligé de devenir extrêmement prétentieux au départ et donc les chutes, évidemment, sont d'autant plus graves. Le système français indépendant fait que jamais on a pu se permettre ça. C'est très très dialectique. D'un côté c'est formidable, de l'autre côté c'est très embêtant. Ce qui est formidable, c'est que le cinéma français a toujours été indépendant. Oui, mais moi c'est ce que j'aime dans le cinéma français justement, c'est cette espèce de diversité comme ça et des prototypes. C'est vrai, et certains sont quand même extraordinaires. Mais oui. Et là, par exemple, par opposition au cinéma américain,
Je trouve le cinéma français en très bonne santé. Je trouve qu'il y a un talent. C'est sans commune mesure. Et beaucoup d'idées. Sans faire de chauvinisme, le cinéma français, en ce moment, est infiniment plus intéressant que le cinéma américain. Parce que le cinéma américain ne peut plus faire de choses ambitieuses qui ne soient pas carrément mégalomaniaques, donc avec des résultats inégaux, et puis peut-être 4-5 bons hommes qui ont peut-être les épaules d'être des mégalos, comme Cimino, Coppola, Scorsese, on les connaît. Ils n'ont plus de bons cinémas moyens, et ils ont un cinéma de la cale, du fond de cale, qui est la série. Mais eux, ils peuvent au moins retomber sur les pieds de la série. Tandis qu'en France, comme tout le monde est réduit au prototype, auteur par définition, car un auteur est un prototype, mais même les machines commerciales, même Jean de Florette est un prototype dans la façon dont il a été produit, dont il a été vraiment très courageusement risqué, monté, imaginé par Berry, alors qu'il n'est pas du tout au niveau de La Facture, où c'est un film complètement académique qui nous met 30 ans en arrière. Mais on est tous dans le prototype en France. Et si les prototypes ne marchaient pas trop longtemps, on n'aurait pas de base d'image, de base de mythologie, de base de récit sur laquelle rebondir. On se trouverait tout d'un coup devant un vide. Puisque même Mocky, qui est le cinéaste type qui faisait des films de série, qui a l'esprit de la série, même lui, entraîné par le mouvement global du cinéma français, est contraint maintenant de se comporter comme un auteur. Ce qui est bien, en un sens, mais qui est un peu un cadeau empoisonné. Parce que peut-être que l'essentiel de ses qualités, c'était justement, on fait un film qui est pas très bien, mais on en fait un aussitôt après, qui reprend un peu les mêmes éléments, les mêmes acteurs, les mêmes trucs fétiches, et puis celui-là va être bien. Ou Chabrol a réussi à maintenir un petit peu ça, par exemple. Et c'est un truc de vitesse, ce qui nous amène à parler du temps. Et vous, ce qui vous a manqué, c'est le temps, très souvent. Oui, là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et bon, effectivement, c'est une chose qui coûte très cher, mais c'est un peu dommage parce que dans beaucoup de films que j'ai faits, je sais que des plans manquent, par exemple, que certaines scènes que j'ai pas tournées me font défaut, par exemple. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais le temps est vraiment essentiel au cinéma. Pour répéter, pour peaufiner une scène, un plan. Et ça, c'est très dommage. Vous savez qu'un film, enfin, pour qu'il soit à peu près bien fait, réclame au moins 8 semaines de tournage. En deçà, il est très difficile d'avoir quelque chose véritablement de qualité. Et qu'on bâcle un petit peu. Alors, on peut effectivement répéter beaucoup, et René, par exemple, dans Mélo, a tourné, je crois, en 25 jours. J'avais tourné La Essence du jour en 25 jours aussi. On peut répéter, on peut faire de nombreuses acrobaties, mais ça ne remplace pas un tournage fait dans sa véritable définition, avec le nombre de plans voulus. Et ça, il y a longtemps que le cinéma français ne le fait plus. Et je pense qu'on ressent beaucoup ce malaise au cinéma. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'émerveille ou redécouvre des vieux films du passé avec admiration. Mais il y a quelque chose que plus personne ne dit, c'est que par exemple, je sais pas moi, Eisenstein tournait le Potemkin, ça durait 1 an en gros. Bien sûr, oui. Il s'arrêtait, il reprenait, Chaplin a attendu, on connaît l'histoire, des mois et des mois avant de trouver la chute d'un gag. Il a attendu le temps qu'il fallait parce qu'il n'avait pas trouvé la bonne chute à l'époque de l'opinion publique. Donc, on ne dit pas assez qu'à l'époque des grands films du muet, par exemple, qui étaient très ambitieux en général, qui avaient vraiment une dimension mégalomaniaque. Mais oui, il y avait un véritable temps de tournage. Le temps était hallucinant par rapport à ce qui est pratiqué aujourd'hui. Bon, mais prenez après, les années 40, les années 50, il y avait de mauvaises choses, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans les bons films, certains enfin, metteurs en scène que je respecte, vraiment, prenaient leur temps quand même. Il y avait un vrai temps de tournage de 10, enfin 15 semaines. Enfin, un film, Le Salaire de la peur, par exemple. J'aime beaucoup Le Salaire de la peur. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est un film où le temps se voit. On parlait de la Dolce Vita. La Dolce Vita est un film où Fellini a eu le temps de soigner les choses, de les faire, même simplement de les faire. Et moi, j'ai regretté, par exemple, dans Une chambre en ville, de n'avoir pas le temps même de faire 2 fois une scène. J'ai tourné un plan une fois et ce plan est dans le film. Ce qui est tout de même limite. C'est-à-dire qu'avant, il fallait des mois et des mois pour faire un film qui durait 1h30, 2 heures. Aujourd'hui, il faut des semaines et des semaines pour tourner un clip qui va durer 30 secondes. C'est-à-dire que c'est toujours le même rapport,
Oui, mais est-ce que c'est pas un peu absurde, ça? Oui, parce qu'il y a un moment où c'est comme les records en sport, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus bas que 9 secondes pour un 100 mètres. Donc il y a un moment où le clip, c'est d'ailleurs son intérêt, il est quasiment physiologique, le clip va se heurter à un moment où c'est la vision humaine qui est en jeu. Et c'est d'ailleurs intéressant que l'on frôle ce moment, parce que peut-être qu'à partir de ce moment-là, on reprendra ses billes pour faire des choses plus lentes. Mais ce mouvement d'accélération de tous les phénomènes du cinéma est en train d'arriver à quelque chose d'insoutenable. Et c'est vrai que les gens qui prennent leur temps pour faire un film, Carax par exemple, a tourné 11 semaines, je crois. Oui, mais ça se sent, on le sent vraiment. Et alors c'est devenu un événement dans la profession, qu'un jeune cinéaste dépassait de quelques semaines et de quelques millions, alors qu'il avait évidemment besoin de 11 semaines pour faire le film qu'il a fait. Absolument. Mais le dépassement devenait plus important dans ce qui se disait dans la profession que le résultat. Et c'est un dépassement tout à fait modeste. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien a coûté le film, ni son dépassement. Mais ce que j'ai senti véritablement, c'était une aisance dans le tournage. Donc on a quasiment fini, mais il reste quand même à dire que Jacques Demy a décidé de prendre son temps. Et alors quelqu'un m'a dit quelque chose, ce sera le mini-scoop de la fin de cette émission, que vous travaillez avec Paul Grimaud. Ah, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est une histoire amusante. Paul Grimaud, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivé à Paris. Je voulais faire du dessin animé. Peinture, vous voyez, dessin, c'était tout de même bien ancré dans ma tête. J'ai rencontré Paul Grimaud, pour lequel j'ai fait des finales d'animation, de films publicitaires, car Paul avait beaucoup de problèmes à cette époque-là. Bon, j'avais 20 ans, il en avait 50. Et puis là, on passe une bonne trentaine d'années, 35 ans, il en a à peu près 85, 55. Et je l'ai retrouvé, il n'y a pas très longtemps, Paul Grimaud, dans un jury de films de dessins animés. Et j'étais très heureux de le revoir, il a pas changé, ce qui est un miracle quand même de la nature. Et Paul me dit, j'ai des courts-métrages et je voudrais les mettre ensemble et les ressortir et faire quelque chose. Et je sentais qu'il avait un peu besoin peut-être de moi pour en parler. Et après ce festival, on s'est revus et je lui ai donné une idée qui me semble tout à fait sympathique. C'est Paul et ses personnages. Et il va discuter avec le voleur de paratonnerre, la bergère, le ramoneur. Car Paul Grimaud va à sa table de montage tous les jours, revoit ses films. Et la table de montage devient un cinéma fabuleux, c'est le Gaumont Palace. Donc c'est quand même aussi, là aussi, le retour à la peinture, en un sens. Voilà. L'émission est terminée, il reste à remercier Jacques Demy.